Pour croquer à pleines dents mon destin, me réaligner avec moi-même et vivre ma plus belle histoire d'amour, j'ai tout quitté et suis partie m'installer en Russie, un pays qui s'apprêtait à plonger dans la guerre. Parce que je ne regrette rien et que je vis pleinement pour la première fois, j'aimerais partager avec vous le récit de mon chemin de foi et d'amour entre France et Russie. Il y a des rêves inespérés, ceux que l'on n'a pas osés, ourlés de doute et de peur de l'échec. Le rêve du prince charmant est de ceux que l'on nous inculque dès l'enfance, avant de nous convaincre qu'il n'est bon qu'à jeter sur le bas-côté, dans les ornières de ce chemin de croix qu'est la vie. À 33 ans pourtant, j'étais persuadée d'avoir enfin trouvé ce prince charmant, auquel j'étais mariée et avec lequel je vivais en profonde harmonie. Pour la première fois de ma vie, je ne souffrais pas en amour, j'avais l'impression de vivre dans un doux cocon de soie. Rien ne semblait manquer à mon bonheur. Après mon doctorat en histoire, j'avais décroché une bourse prestigieuse et généreuse pour mener un projet de recherche qui me passionnait. Voyage vers des destinations exotiques, rêves de bambins et de maisons à la campagne. Rien ne semblait inaccessible à notre bourse et à notre imagination. Et pourtant, 8 mois après notre mariage, je sentis soudain qu'une épée de Damoclès était suspendue au-dessus de notre bonheur familial. Alors que rien n'annonçait l'ombre d'une discorde, je reçus du ciel cette étrange prédiction. Dans les prochaines années, mon mariage allait prendre fin. Lorsque je demandai au ciel de m'éclairer, je reçus la réponse suivante. « Tu n'as pas idée combien tu vas changer. » Je devais avoir 9 ans quand j'ai vu pour la première fois la Russie, à travers ce voile fin des rêves dont l'on ne se remémore au réveil que de vagues contours. J'étais alitée, souffrante, avec pour seule compagnie mes livres de chevet. Parmi eux se trouvait une amie, la fille du capitaine d'Alexandre Pouchkine. Et dans le brouillard de la fièvre se dressa soudain devant moi un paysage de vastes étendues enneigées, la steppe russe. Au loin, un cavalier vêtu d'un long manteau en peau de mouton s'éloignait au galop, portant un message. Ces paysages étaient familiers, semblables à mes Alpes natales, dont les cimes étaient perpétuellement couvertes de cette douce neige que j'appelais mon amie. Mais la Russie avait un parfum grisant d'inconnu, cette allure envoûtante des terres qui s'étendent vers des horizons infinis. Pendant 10 ans, j'ai rêvé la Russie telle que les auteurs du XIXe siècle la dépeignaient, savant mélange de sainteté et d'extravagance. Et ce pays imaginaire me séduisait d'autant plus que nulle personne de mon entourage n'avait jamais mis les pieds dans ce pays. Je n'ignorais rien de ses pages les plus sombres, et pourtant, par cette étrange logique qui fait que les contraires s'attirent, l'obscurité de son passé éveillait en moi la lumière. Lorsqu'enfin, à 20 ans, je pus confronter mon rêve à la réalité, je crus un instant m'effondrer sous le choc du réel qui me frappa d'emblée de plein fouet. Mais bien vite, je choisis d'aimer avec une passion décuplée cette terre de déroutant contraste. Le pays que j'avais longtemps rêvé n'existait certes pas, mais il y avait bel et bien en Russie cet éclat de douce folie que Dostoïevski avait su immortaliser et qui promettait de m'arracher au quotidien insipide qui était le mien. Au fil des années, la Russie est entrée de plein pied dans ma vie, s'imposant comme une troublante évidence. J'ai assimilé sa langue et ses mœurs, appris à me perdre dans ses foules et dans ces vastes étendues où se fondent terre et ciel. Je suis devenue spécialiste des pages sombres de son histoire que je considérais miennes. Mes pas me ramenaient sans cesse à elle, à des fins de recherche qui présageaient sans fin de nouveaux voyages. Et à mesure que je m'apesantissais sur ces terres,
chaque départ semblait plus déchirant, comme si une partie de mon âme restait là-bas, attendant chaque fois mon retour. Rien en ces lieux ne me semblait plus désormais étranger. J'étais devenue russe avant même d'y avoir songé. C'était simple et pourtant si déroutant que ma raison se refusait à admettre l'évidence. Chaque fois que je m'éloignais d'elle, la vie me ramenait dans ses filets, telle une amante jalouse qui ne tolère nulle infidélité. Un instant, je crus pouvoir construire mon bonheur loin d'elle, dans les bras d'un homme qui me voulait du bien. Mais ce château de cartes était condamné à s'écrouler. Avais-je donc été naïve de penser que je cesserais un jour de sentir l'appel du large, le lancinant chant de la terre russe? Et puis, le destin s'en est mêlé. Le destin est le nom que l'on donne à cette force invisible, douée d'une intelligence qui nous échappe, qui régit l'univers et dirige le flot agité de nos vies. Lorsque nous pensons vouloir, lorsque nous croyons pouvoir, le ciel nous rappelle que nous ne détenons pas les fils de nos destinées. Ce que nous appelons catastrophe, tragédie, il les nomme aléas et méandres du fleuve de nos vies. Avant de renaître à la vie, je suis morte 2 fois. À 27 ans, j'ai quitté le monde insouciant de ma jeunesse, lorsque j'ai recueilli dans une chambre d'hôpital le dernier souffle de celle qui m'avait donné la vie. Nul ne m'avait préparé à cet instant, à cette douleur fulgurante du voile de l'au-delà qui à jamais se déchire, pour laisser derrière cette étrange béance d'une obscurité sans fond. Il y a eu un avant et un après la mort de ma mère. Et il me semblait insensé, impensable de continuer à vivre alors qu'elle n'était plus. C'est sans doute ce que ressent le nouveau-né qui brusquement se sépare du cocon de douceur feutrée qui pendant 9 mois était le sien pour pénétrer dans cet au-delà hostile qu'est la vie. Et pourtant sa mort m'ouvrit une porte dont je ne soupçonnais qu'à peine l'existence, cette porte de la spiritualité, un mot qui autrefois m'intimidait, comme une jolie boîte dont on ignore le contenu. Après m'être 15 années durant décrite comme agnostique, je me donnais enfin la liberté de croire. Croire à la vie de l'âme et ses pérégrinations astrales, croire à toutes ces choses dont j'avais toujours su l'existence, mais qu'à l'âge adulte j'avais cru bon de mettre en doute, trompé par cette fable inepte de la mortalité du monde. Je découvrais émerveillé que non seulement il existait des preuves scientifiques de l'existence de l'invisible, mais que je pouvais moi-même en faire l'expérience. Pendant 15 ans, j'avais vécu dans une petite pièce, aux murs couverts de miroirs, reflétant à l'infini l'espace étroit de ma conscience. Et soudain, je découvrais qu'il s'agissait non de murs, mais de vitres sans teint, derrière lesquelles se dessinait un univers sans fin, mystérieux et envoûtant. C'était comme apprendre une nouvelle langue étrangère qui me permettait de communiquer, non avec d'autres peuples et cultures, mais avec ce royaume de l'indicible auquel appartenait mon âme et celle de tous les êtres de l'univers. Par la méditation et l'auto-hypnose, j'apprenais à sonder ces abysses sans fond de l'inconscient, afin d'en tirer d'étonnantes révélations sur mon passé, mon présent et mon futur, dans cette existence-ci, comme dans d'autres vies, passées et à venir. Le fossé grandissait chaque jour entre celle que j'avais été et celle que j'étais en passe de devenir. En apparence, j'étais restée immobile dans cette vie d'avant, mais au fond de moi, j'avais mis les voiles. Les relations qui m'avaient autrefois comblée semblaient s'être peu à peu vidées de leur substance, à mesure que je m'éloignais du rivage du passé vers des horizons nouveaux. Et même cet homme aux 1000 vertus, auquel j'étais mariée, ne pouvait partager ce qui m'émouvait, ce qui me fascinait le plus au monde. Nous vivions désormais dans 2 univers parallèles, séparés par une invisible cloison. Mais parce que l'amour continuait de nous unir, nous maintenions l'illusion que nous nous trouvions toujours dans la même pièce. Par amour pour moi, il me laissait partir dans ces mondes qui lui étaient inconnus, bercé de l'illusion que j'en reviendrais intacte,
Parce que mon travail m'appelait à séjourner à l'étranger, nous nous éloignons chaque année plus, jusqu'à cet ultime voyage. Cela aurait dû être mon dernier long séjour en Russie, avant que je ne pose à jamais mes valises, avant que je ne devienne mère et reste à jamais figée dans cette existence de poupée de cire. C'est alors que je suis morte pour la deuxième fois. Il y a certes eu des signes avant-coureurs de ce passage, des indices que ma conscience était plus que jamais en flux, et que j'étais en train d'abandonner à tout jamais ces terres de mon existence passée. Des rêves, des étonnantes synchronicités, et surtout des rencontres fortes. Dès que je suis arrivée à Moscou, j'ai été happée par un puissant courant qui m'entraînait vers une direction inconnue sans que je ne puisse ni ne veuille y opposer résistance. Chaque jour, je m'entretenais pour ma recherche avec des personnes étonnantes, des fidèles orthodoxes ayant trouvé la foi à l'âge adulte et dont le parcours était semblable au mien. Pour être libres, ils avaient par le passé renoncé à tout, carrière, confort matériel et sécurité, et s'étaient exposés à la menace de répression par les autorités soviétiques. La force de leur foi et la profondeur de leur sagesse me transportaient dans un monde nouveau, où cessaient de compter les attributs ordinaires du succès et où seule comptait la vérité de la révélation divine. Plus je m'éloignais de la rive, et plus le retour vers ce continent nommé Europe me semblait difficile. Il n'y avait aucun doute, ma place était en Russie. Mais comment concilier cette évidence avec cette dure réalité ? J'étais mariée à un homme qui n'avait aucune envie de sacrifier son confort et sa sécurité matérielle pour mes rêves excentriques d'ailleurs. C'est au cœur de cet ouragan intérieur que se produisit le miracle de la rencontre qui allait à jamais bouleverser ma vie. Deux semaines plus tôt, un ami m'avait recommandé de m'adresser pour ma recherche à son ancien camarade d'études. Dès les premiers messages échangés, ce jeune historien et philosophe partage sans hésiter tout ce qu'il sait de mon sujet de recherche, tout ce qu'il a depuis plusieurs années rassemblé de documents et d'interviews. Il semble tout savoir et surtout porter un intérêt immense à ce que je fais, comme si mon projet était le sien. Puis il m'invite à venir découvrir le musée dont il a la charge, dans un petit village non loin de Moscou. Ce jour-là, il m'accueille sur le quai de la gare par l'une de ces radieuses matinées d'hiver dont parlait Pouchkine dans ses vers. Gel et soleil, ô merveilleuse journée. Alentour règne dans les pins coiffés de blanc une atmosphère de douce sérénité. Il n'y a pas de mots pour décrire de telles rencontres. Nous ignorons alors ce qui est en train de se produire. Tout ce que je ressens est une aveuglante lumière. Je crois tout d'abord que c'est celle du soleil qui nous entoure, et ne cesse de m'enthousiasmer de la beauté de ce lieu. Ce n'est que plus tard que j'ai compris que cette lumière était celle de son âme, que mon âme avait d'instinct reconnu. Cette rencontre va bien au-delà de nos enveloppes corporelles, devenues comme invisibles. Je ne suis pas amoureuse, loin de moi la pensée de le séduire ou d'être séduite par lui. Je n'aurais même pas pu dire de quoi il a l'air. Mais dès qu'il se met à parler, tout ce qu'il dit résonne en moi si profondément que je lui raconte sans attendre tout ou presque de ma vie, sans peur aucune de son jugement. Toute ma vie, j'ai rêvé de trouver un ami, me confie-t-il le regard triste. Bien des fois, je suis tombée amoureux, mais je ne l'ai pas trouvé. Cet aveu m'ébranle profondément. Cela ne fait que quelques heures que nous nous connaissons. Pourquoi alors cette intuition absurde, incroyable, qui s'impose comme une évidence à moi ? Cet ami qu'il a toujours rêvé de rencontrer, c'est moi. Alors que le train s'éloigne du quai de la gare, je confie à mon journal intime mes impressions de la journée. C'est un torrent de sentiments ineffables qui s'abat sur ces pages. J'ai senti que notre conversation d'âme à âme était plus profonde que tout ce que j'avais vécu jusqu'ici. J'ai senti que lui et moi étions déjà en danger, que cette conversation est déjà si personnelle, profonde, que si elle se poursuit, nous allons immanquablement nous dissoudre l'un dans l'autre.
Bien sûr, il n'est déjà plus question d'amour ou d'amitié, mais du fait que nous ne pouvons pas interrompre cette conversation. C'est comme plus fort que nous. C'est une force d'attraction à laquelle il est très difficile de résister, même si on avait l'envie d'y résister. On peut éviter de céder à la tentation, mais cesser de se parler, c'est impossible. En un instant, mon existence bascule entre le pôle de l'impossible et celui de l'impensable. D'un côté, l'impossible retour au statu quo, l'impossibilité d'oublier que dans ses yeux, dans ses mots, dans cette voix, j'ai senti résonner du plus profond de mon âme cette corde mystérieuse de l'amour avec un grand A. Et de l'autre, l'impensabilité de tout plaquer là. Mon mari, mon travail, mon pays, en un mot, ma vie. Et puis, il y a le mur infranchissable qui nous sépare, et qui tient en deux mots. Il est marié et père d'un petit garçon. Et pourtant, ce qui prédomine n'est pas la peur des obstacles, mais cette joie infinie. Il existe, enfin, nous nous sommes retrouvés. Et aussitôt se noue une tendre correspondance, dans laquelle je lui dévoile tout ce qui a fait la toile de ma vie jusqu'ici, comme on le fait lorsque l'on revoit un vieil ami après une longue séparation. Pas un instant je ne m'interroge sur ses sentiments. Il n'y a plus devant moi qu'une évidence, c'est lui. Tout en lui est comme en miroir de moi. Toute ma vie j'ai vécu avec le sentiment d'être russe, et toute sa vie il a su qu'il était français. Nous partageons tout de nos intérêts historiques, spirituels, de nos opinions politiques, de notre singulière passion pour le XIXe siècle, jusqu'à cet étrange amour pour la langue ukrainienne. Il a comme moi le talent de l'écriture, et ses lettres rivalisent avec les miennes de ce romantisme échevelé dont j'ai toujours rêvé. Ces échanges clandestins, où peu à peu se nouent les fils de l'intime, me ramènent sans cesse à l'impossibilité de notre amour. Je le sens au plus profond de moi. Lui et moi sommes faits d'une même essence, divisés entre deux corps. Et l'amour de ces âmes jumelles n'admet ni nuance, ni séparation. Mais cette quête d'un amour absolu, hors du temps, se heurte aux réalités de nos existences, les frontières qui nous séparent et les partenaires auxquels nous avons juré fidélité. Notre seul espoir est la promesse de nous retrouver après la mort, lorsque nos âmes s'uniront dans cet infini céleste et renaîtront ensemble. Mais ici et maintenant, nous devons nous séparer. Dans une semaine déjà, je serai de retour auprès de mon mari. Le temps presse. Je lui propose de nous revoir avant ces adieux qui pourraient bien être définitifs. Une semaine plus tôt, j'ai perdu dans des circonstances étranges la croix que je portais en pendentif. Je m'en inquiète, mais j'ai l'intuition que bientôt, une nouvelle croix apparaîtra sur mon chemin. Je guette fiévreusement un signe qui m'indique le chemin à suivre, avant que la vie ne reprenne son cours, loin de lui, dans cet après que je crains tant. Ce jour-là, il y a dans l'air une tension palpable. Ni lui ni moi ne nous risquons un baiser, mais nos paroles gorgées d'amour titubent sur nos lèvres intimidées. Il a proposé que nous échangions des souvenirs avant mon départ. Je lui fais cadeau d'un mouchoir brodé jadis par ma mère, comme les jeunes filles d'antan en offraient à leurs chevaliers servants. Il tire de son sac un petit coffret qu'il ouvre avec émotion. Dans ses mains scintille une chaîne dorée, au bout de laquelle brille une croix en pendentif. La voix teintée par l'émotion, il récite les étranges paroles d'un rituel qu'il a conçu afin d'unir nos âmes. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, jusqu'à une nouvelle rencontre dans la joie. Je murmure avec émotion que j'accepte, et alors qu'il scelle notre union par cette croix, il déclare d'un ton solennel « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Nous sommes le 8 mars 2020, et déjà autour de nous, le monde s'embrase. En Italie, un foyer infectieux de la nouvelle pandémie de coronavirus s'étend, faisant sur son passage de nombreux morts.
La panique ne s'est pas encore installée, mais déjà on devine que le pire pourrait advenir. Mon avion décolle de Russie le 14 mars, et bientôt se referme derrière moi la frontière qui nous sépare. Alors que je regagne un foyer qui n'est déjà plus vraiment le mien, le monde s'enfonce dans l'obscurité. À l'heure de l'apocalypse, qui songerait à l'amour ? Et pourtant, rien n'occupe tant mon esprit que cet homme dont je suis à présent séparé par un rideau de feu. Dans cette nouvelle réalité alternative qu'est devenue notre quotidien, je me maintiens à la surface tant bien que mal, par la prière et des promenades quotidiennes au bord de l'eau. Mon rêve russe traverse des zones de turbulence. Lorsque la souffrance est trop intense, je demande à faire une pause, mais bientôt c'est lui qui me fuit et dont je guette en vain la présence élusive derrière l'écran. Il m'évite, se terre dans le silence, puis enfin réapparaît avec une offre piteuse d'amitié qui sonne outrageusement faux à l'aune de nos serments passés. Il s'éclipse à nouveau, se jurant de m'oublier, mais se heurte une fois encore à l'impossibilité de l'oubli. 1000 fois je crois mourir puis renaître de mes cendres, jusqu'à ce jour où enfin, notre amour ne peut plus se terrer dans les oubliettes, se contenter d'ombre et de silence. Il faut parler, je le sens, et tant pis si les frontières sont encore fermées, je ne peux plus vivre dans le mensonge. Et puis se produit le miracle tant attendu. Pour la première fois de ma vie, je bénis le ciel pour ma citoyenneté suisse. Berne a négocié une ouverture des frontières avec Moscou, et mon rêve est désormais entre mes mains. Il ne nous reste plus qu'à avoir le courage de nos actes et à larguer les amarres vers cet inconnu de notre amour. Six mois après nos adieux, nos retrouvailles ont un goût d'inouï, la saveur transgressive et suave de ce fruit interdit que l'on mord à pleines dents. Je découvre un homme dont je croyais tout connaître, mais qu'il me reste à apprivoiser. À lui dont on a rogné les ailes de réapprendre la liberté. Souvent, lorsque nos relations tournent au vinaigre, je sens le désespoir m'envahir, mais jamais la pensée de faire demi-tour ne m'effleure. La seule alternative à notre amour est la mort, je le pressens depuis toujours. 1 an et demi durant, faute de pouvoir officialiser notre union, notre amour doit vivre écartelé entre deux mondes, entre la France et la Russie, l'ici et là-bas, entre ses bras et le néant. Au fil des mois, les soubresauts des premiers temps laissent place à un cours plus paisible, une complicité plus forte et une plus grande confiance. Cette ville qui était la sienne bientôt devient mienne. Confiante d'avoir trouvé enfin mon ancrage, je jette mon dévolu sur une jolie maison de bois blanc, à quelques pas de cet étang où j'aimais tant à me promener. Enfin, le 2 février 2022, nous sommes officiellement devenus mari et femme. Le 22 février, nous déposons notre acte de mariage à l'ambassade de France et le lendemain, je m'envole vers l'Europe pour 10 jours. La guerre commencera le lendemain de ton départ, m'avait-il prévenu, le regard lourd de sombres prophéties. Et l'impensable, soudain se mue en ce cauchemar sans fond, ce cri d'horreur qui glace l'Europe au matin du 24 février. De Kiev, mon ami Macha m'écrit que son immeuble a tremblé sous les bombes. Comment réconcilier ma Russie tant rêvée avec le sang et le feu qui se déversent sur l'Ukraine ? Comment regarder en face mes amis ukrainiens ? Comment survivre dans cet impossible après ? D'abord, il faut, dans un torrent d'incertitude, trouver un vol vers la Russie, alors que le ciel européen se referme de nouveau devant moi. Dans l'urgence de rejoindre mon mari, j'en oublie les dangers qui peut-être me guetteront une fois de l'autre côté. S'il faut affronter la guerre, alors nous l'affronterons à deux, quoi qu'il en coûte. Il faut réapprendre à vivre autrement, la peur au ventre et la tête basse, derrière un nouveau rideau de fer. Sans réseaux sociaux et sans toutes ces marques qui avaient un temps occidentalisé la Russie. Il faut dire adieu à ceux qui ne peuvent pas faire de compromis avec leur conscience, ceux qui craignent pour leur vie ou celle de leurs enfants, et s'envolent vers les cieux plus sereins de l'Europe.
Et puis il faut expliquer, encore et encore, sans espoir de convaincre, pourquoi nous ne souhaitons pas partir, pourquoi nous resterons, coûte que coûte, en Russie. On n'explique pas un lien d'âme, une évidence qui a toujours fait fi de la raison et qui se loge au plus profond du cœur. Aujourd'hui, je ne doute plus un instant d'être là où je dois être. À mesure que la Russie s'enfonce dans la crise, se renforce ma certitude d'être plus que jamais au bon endroit. Cet ici et ce maintenant ont acquis une intensité nouvelle, insoupçonnée. Cette épreuve, mon âme l'a choisie en toute conscience, et l'écho du serment prononcé le 8 mars 2020 résonne en moi dans les instants de découragement. Main dans la main, nous avançons sur ce chemin de foi qui exige sans cesse une plus grande confiance en l'avenir, un plus grand abandon à ces forces invisibles du destin qui nous mènent vers une destination inconnue. Dans son dépouillement et son renoncement à beaucoup de choses qui embellissaient jadis le quotidien, cette existence a quelque chose de monastique qui me force à une introspection nouvelle, à un recentrage sur l'essentiel, ma boussole intérieure et ma relation au sacré. La nature qui n'était autrefois qu'un décor est devenue une alliée, une amie. Je respire pour la première fois librement, car je me suis affranchie des chaînes de la peur. J'ai remis mon existence entre les mains du destin, en choisissant l'amour et non la haine. Seuls ceux qui aiment sont libres.